Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite et les difficultés, mais aussi l'organisation de leur quotidien. Ce temps long d'une conversation permet d'évoquer des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romaric Bock, préparateur physique et mental. Romaric est un petit garçon de la campagne corrézienne, très sportif, fou du Tour de France, qui veut devenir footballeur professionnel. Une passion qui le mène en 17 ans nationaux, puis vers le poste d'entraîneur à 16 ans, qui est plus en phase avec sa personnalité tournée vers les autres. En parallèle de ce chemin sportif, Romaric continue de manière exigeante son apprentissage universitaire. Puis c'est un stage de 2 semaines qui lui ouvre les portes du club de la Berrichon Football, et suite à un jeu de chaises musicales, il est propulsé préparateur physique du centre de formation du club. Après 10 ans de collaboration avec le club, il est licencié un 1er janvier, mais rebondit 5 mois plus tard avec un énorme défi, courir le Tour de l'Indre, soit 7 marathons en 7 jours, pour mettre en lumière une association en faveur des enfants malades du diabète, maladie dont souffre sa fille. On découvre le métier de préparateur physique, un métier beaucoup plus scientifique qu'on pourrait le penser. On évoque son rôle d'entraîneur sur le banc, avec un regard lucide sur le monde du foot. On a parlé aussi du Tour de France, de jardinage, du diabète et du dépassement de soi. Je vous embarque à la découverte de Romaric Bock, préparateur de partage. Bonjour Romaric. Bonjour Stéphane. Ça va ? Parfaitement, il fait un peu frais, mais bien. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast en tout cas. Plaisir partagé. Quand je t'ai demandé où on pouvait se rencontrer, tu m'as proposé le Paris, donc à la brasserie ici. Pourquoi ? Supporter de Marseille, donc non, je rigole. La réalité, je sais pas, c'est que c'est le centre, pour moi c'est le centre de Châteauroux, donc voilà, simplement. Ah d'accord, ok. Toi qui es un grand sportif, tu viens souvent dans des brasseries comme ça ? J'ai l'image, tu vois, de grands sportifs qui mangent des pâtes et qui boivent de l'eau, mais... Ça c'est une image ancestrale, mais qui... Pas vrai ? Non, ouais, enfin... J'y ai un peu plus passé de temps quand j'étais étudiant ou avant d'avoir mes enfants. C'est vrai que j'y passe un peu moins de temps. Mais ouais, c'est toujours un moment convivial à passer, un moment sympathique. Wow, super. Alors, tu es préparateur physique et mental. Le sport a toujours fait partie de ta vie, toi ? Ouais, j'ai vraiment grandi dans le milieu du sport. Mes parents ont fait de la voile pendant de nombreuses années. Ensuite, mon papa a toujours fait du vélo, ma maman du tennis. Donc voilà, le sport, il a fait partie de mon paysage durant toute mon enfance. Et la voile, il faisait ça où ? Marcillac-la-Croisille en Corrèze et puis Vassivière, voilà. C'était quelque chose qui a rythmé leur week-end avant de m'avoir. Donc il y a plus de 37 ans maintenant. Et puis voilà. D'accord. Donc le sport, voilà, ça fait partie dès le plus jeune âge, je suis parti au foot, je suis parti au tennis, j'ai toujours un peu couru et voilà. Ouais. Tes premières expériences de foot ? J'avais 10 ans parce que j'avais peur de la foule. J'avais peur du contact des autres. Ah ouais ? Vraiment, je suis issu de la campagne et la campagne profonde, parce qu'on était à 18 km de la ville. Et j'ai toujours eu très très peur des autres. Et parce que j'ai toujours eu la représentation du football avec beaucoup de spectateurs, tout ça. Et j'avais peur. Et à 10 ans, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit que c'était en réalité, c'était pas ça, parce que sur mon petit terrain de campagne, il n'y avait personne. Il y avait tes parents ? Ouais, il y avait mes parents qui me supportaient. Mon papa et maman me suivaient tout le temps. Et donc après, j'ai eu la chance de jouer un peu avec mon petit frère aussi. Donc voilà, c'est devenu une petite histoire de famille sur le club local. Et puis... j'ai gravi les échelons et voilà, quoi, simplement. Et quand t'es petit, est-ce qu'il y a des événements sportifs qui t'ont marqué ? Le Tour de France. Ouais. Le Tour de France, si tu veux, ça fait vraiment partie ça fait partie de ma vie, quoi. À partir du mois de juillet, on savait qu'on allait 2-3 fois sur les routes du Tour de France. On faisait des banderoles, on allait voir la caravane publicitaire, on allait voir les coureurs. Enfin, ça fait vraiment partie de ton ADN. Ouais. Limite, le foot est rentré dans ma vie sur le plan spectacle. Vraiment sur l'aspect spectaculaire. Après la Coupe du Monde 98, où j'étais en stage de foot, voilà, sur l'été, et donc à partir de ce moment-là, je me suis intéressé un peu plus au foot. Mais sinon, le vrai paysage sportif, c'est le Tour de France. Il y a un épisode du Tour de France qui t'a marqué ? Forcément, corrézien, Richard Virenque, Laurent Brochard, Pascal Hervé, chez Gilou en Corrèze, quand tout finit, quoi, grosso modo, l'affaire Festina. C'est vrai. Forcément, ça marque parce qu'on était des fervents admirateurs de Laurent Brochard. On avait d'ailleurs fait des banderoles là on allait jusqu'à Bordeaux pour voir le Tour de France, le contre-la-montre aussi à Vassivière, qui avec Miguel Indurain, tout ça. Enfin, j'en passe. Mais c'est des moments extraordinaires et puis partagés en famille, donc d'autant plus riche, quoi. Et c'est en Corrèze que ça s'est arrêté ? Mais c'est là que il y a eu le truc avec le dopage. Là, ils étaient tous teints en blond et puis il y a eu le problème avec le dopage chez Gilou, quoi.
à Corrèze, justement, à Corrèze, en Corrèze. Et toi, ta position quand t'es enfant et quand tu vois ça? Quand je suis enfant, je suis déçu et limite j'en veux aux instances qui ont coupé le rêve, quoi, hein, parce que Virin, il faisait rêver tout le monde. Et quand on est enfant, on s'identifie forcément à des gens, on a des gens qu'on idolâtre. Et Richard Virenque, Laurent Brochard, c'est des gens qu'on idolâtrait parce qu'ils nous faisaient rêver, vibrer sur chaque étape du tour, hein, parce que quand je dis étape du tour, c'était pas voir les 30 derniers kilomètres, ça commençait à 11h, on mettait la cassette dans le magnétoscope pour que mon père puisse le voir après quand il rentrait du travail, et à 11h, et on regardait jusqu'à 17h avec l'arrivée au sprint de Abdou Djaparov ou en montagne de Richard Virenque, enfin voilà quoi, tous ces gens-là. Ouais, génial. Donc c'était la fin d'un rêve. À un moment, après bon, comme n'importe quel enfant, hein, un rêve se termine et puis un autre s'ouvre. Le Tour de France a perduré. Hein. Exactement. Il a continué à faire rêver. Et question foot, quand t'es petit, t'es supporter de quelle équipe? Alors je peux pas le dire. T'as pas le droit? Non, il y avait qu'une vente de maillots. À l'époque, en Corrèze, il y avait qu'une vente de maillots. Et c'était maillot du PSG. Donc j'avais eu un anniversaire, mon maillot du PSG. Et un jour, je suis arrivé sur la plage avec mon frère. Et mon frère avait pas de casquette. Et il faisait très très chaud. Et il y a un mec qui est arrivé, qui a déposé une casquette de l'Olympique de Marseille sur la tête de mon frère. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que mon cœur était devenu marseillais. C'est drôle comme anecdote. Ouais, c'était assez. Et puis après, bon voilà, rencontré pas mal de Marseillais. Et puis voilà, j'ai aimé ce club. J'ai eu la chance de voir le dernier titre aussi au Vélodrome, tout ça. Donc voilà, Marseille tient une part importante. Et quand t'es enfant, t'as déjà en tête le fait de faire du sport ton métier? Non, là c'est un rêve. Enfin, je veux devenir footballeur professionnel, comme 80% des enfants peut-être qui pratiquent ce sport. Et au final, je me rends compte que ça va être un peu compliqué, mais j'arrive à gravir les échelons. Je suis en 17 internationaux. À un moment, on est suivi par l'AS Monaco et puis Niort. À quel poste tu jouais? J'étais 10. D'accord. J'étais 10, donc on était 2 sur notre petit club, tout ça. Et puis au final, on se retrouve en 10 internationaux, donc. Et puis 10 internationaux, je suis pas dans l'esprit, je suis pas dans la mentalité. J'ai horreur qu'on me crie dessus, j'ai horreur qu'on se dise les choses. Et pourtant, l'essence même du foot, c'est de pouvoir se dire les choses et de façon très rapide, donc de façon très spontanée et pas forcément avec les formes. Ouais. Et donc, je fuis ce milieu. Je préfère me consacrer directement à l'entraînement. À 16 ans, je commence à entraîner des U7. Okay. Et puis après, j'ai gravi les échelons en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, je suis parti jouer en régional et je m'en suis contenté. Ça me plaisait bien. Tu penses que tu n'étais pas prêt pour passer le cap? J'étais pas prêt mentalement déjà. Déjà, la base, c'est fait mentalement. Physiquement, ça aurait pu se faire. Techniquement, je pense qu'en travaillant, on peut arriver à faire des choses, même si j'étais loin du niveau escompté. Hein. Mais on peut arriver à faire des choses. Mais mentalement, par contre, si on n'est pas... On ne croit pas en soi, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. T'étais plutôt réservé? Ah, j'ai un truc de fou, ouais. Ah ouais. Je suis quelqu'un de très timide. Je suis très timide. À la base, je suis très timide. Mais... Moi, j'ai commencé à grandir avec la réussite scolaire à l'université. J'ai commencé à prendre confiance en moi sur mes réussites universitaires. À partir du moment où j'ai commencé à avoir mes diplômes universitaires, ça s'est décanté progressivement. J'ai eu une réussite sportive, donc ça a permis de décanter des choses et puis de m'extravertir un peu, on va dire, de me tourner vers les autres. C'était quoi les diplômes universitaires? Genre, j'ai une licence entraînement sportif. Après, je suis parti en fac de lettres, j'ai eu une licence sciences de l'éducation. Après, j'ai passé un diplôme d'analyste vidéo. J'ai eu un master en préparation physique et mentale. Et puis après, je suis parti à l'IUFM pour être prof des écoles. Enfin voilà, j'ai fait 10 ans d'études. Bon, après, validé 5. Mais voilà, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai fait professorat de sport. Enfin voilà, j'ai pas mal bourlingué dans les études, ça me plaisait bien. Et tes parents qui étaient plutôt sportifs, étaient plutôt fiers du coup? Ouais. Moi, de toute façon, mes parents ont toujours été extrêmement fiers de moi et de mon frère. Ils nous ont toujours supporté corps et âme dans ce qu'on entreprenait. Et puis avec toujours une grande fierté, quoi. Ton frère, il est dans le sport aussi? Alors, mon frère, il a une chance inouïe. Je pense qu'il a 10 ans d'avance sur mes réflexions à moi. C'est-à-dire que mon frère, il se retrouve à faire un truc d'animateur nature en Haute-Corrèze. Et puis après, il est parti maraîcher. Puis je me disais, mais pourquoi? Et puis après, il est devenu arboriculteur. Et je me disais, mais pourquoi? Après, il a été arboriculteur. Il a élevé des poules, des moutons, tout ça. Et je me dis, pourquoi? Et en réalité, j'ai la réponse maintenant. C'est que c'est la vie, quoi. C'est normal. C'est la vie. C'est un... Ouais, je pense qu'il a 10 ans d'avance sur mes réflexions. Ouais, super. Je voudrais qu'on évoque la Berrichonne, parce que tu étais le préparateur physique. Comment tu arrives à la Berry? Alors, j'arrive à la Berry en stage
En Master 1, j'ai un stage à faire et ma femme est de Châteauroux. Donc j'envoie une lettre simple, voilà, et j'ai la chance, l'opportunité de rentrer en stage. Et lorsque je rentre en stage, mon stage il dure 2 semaines parce qu'à l'époque, c'est Monsieur Bijota qui est entraîneur et j'ai fait un jour avec lui, donc il choisit de se retirer de lui-même. Et à partir de ce moment-là, c'est Jean-Pierre Papin qui arrive, il n'y a pas de préparateur physique sur les pros, donc le préparateur physique du centre de formation monte en pro et moi je me retrouve directement propulsé au bout de 2 semaines. Préparateur physique du centre de formation, avec toute l'anxiété et tout le côté anxiogène que ça génère, donc travailler jusqu'à 3h du mat' pour avoir du contenu, parce que je sais que cette opportunité que je voulais saisir vers 30 ans, soit 5-6 ans après être arrivé dans le milieu, je la saisis tout de suite et je sais que je peux pas la laisser passer parce qu'en général le train il passe qu'une fois. Donc voilà comment j'arrive dans le milieu et j'ai eu la chance de côtoyer, donc j'étais entraîneur auparavant de foot vraiment, donc là axé vraiment préparation physique, mais j'ai eu la chance de bosser avec des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé. Alors je parle du staff avec qui j'ai bossé, que ce soit Dominique Bougra, Julien Stéphan, Fred Zago, qui m'ont beaucoup aidé. Les joueurs que j'ai côtoyés et que j'ai encore en relation sont devenus pour la plupart des amis, parce que ils m'ont tendu la main, quoi. Ils m'ont tendu la main. J'ai essayé de les aider comme je pouvais, mais eux ils m'ont aidé à m'intégrer. Et ça c'est ce qui a fait ma force. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus quand tu arrives dans ce monde du football pro ? Déjà je repars sur mes origines, petit Corrézien, le professionnel. On l'idolâtre, il est intouchable, et j'ai été impressionné par finalement la capacité d'écoute d'un joueur pro qui, voilà, on a l'impression que c'est un mec hautain qui s'occupe pas, pour qui vous avez aucune importance, et c'est complètement faux. J'ai eu mes premières séances, je les ai faites avec des gens qui m'ont accordé beaucoup d'importance, pareil, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, et puis voilà, on a parfois l'impression que le footballeur il est pas respectueux, et en réalité il l'est à sa manière. Mais il l'est. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Ouais. Et tu te souviens des premières séances de travail ? Oui. Je m'en souviens. Tu peux nous raconter ? Alors déjà, mon arrivée avec Julien Stéphan à l'extraordinaire, c'est que j'arrive un samedi et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de rouler sur un ballon. Et j'étais derrière le coach et tous les joueurs à qui il parlait, ils se marrent. Et je pense qu'il a cru que je faisais le con, quoi, derrière. C'était un bon moment. Et puis après en pro, il y a eu les premières séances où j'étais toujours au centre de formation, mais les vendredis quand ils partaient jouer, moi je m'occupais de 6-7 pros et j'avais eu les 6-7 joueurs qui faisaient plus partie du projet et tout. Donc là, ça fait 2 semaines que je travaille et je me dis ça va être très 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 compliqué. J'aurais pu rajouter un trait d'ailleurs. Et au final, ça s'est très très bien passé avec les félicitations de certains joueurs de l'époque, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est le feedback positif amène quelque chose de positif derrière. C'est important de dire bravo ou c'est pas bien, comme ça ça permet de se jauger. Et comment tu trouves ta place du coup ? Comment tu restes ? Moi au centre de formation, la 2e année, j'ai encore un stage à faire. Donc grosso modo, je dispense de la préparation physique et de la préparation mentale sous un caractère officieux de façon... ça se passe très très bien, quoi. J'ai les résultats qui vont avec. À l'époque, on est très regardant des chiffres dans le football. Donc voilà, avec un peu de chance, un peu de réussite, la conjoncture fait que ça se passe plutôt pas mal. Et puis après, mon emploi il est pérennisé au centre de formation, toujours, sous Laurent Cadu, qui pareil, il m'a beaucoup aidé parce que lui, il a créé le poste de préparateur physique du centre, et avant que je monte en pro. Et puis après, je pense qu'il y a le côté relationnel qu'on a avec les gens avec qui on bosse, qui fait que on perdure. Et puis après, j'ose penser et espérer qu'il y a aussi la qualité du travail et ce qu'on propose aux gens qui permet de perdurer dans le métier. Et en tant que préparateur physique, qu'est-ce qu'on doit développer chez un footballeur ? Moi, je distingue 2 versants. C'est qu'il y a un côté préparateur physique et il y a un côté préparateur athlétique. Le préparateur athlétique, il va développer le joueur sous différents versants, c'est-à-dire tout ce qui est volume de course, réitération de sprint, tout ce qui va être d'ordre musculaire, c'est-à-dire que le joueur il doit courir vite, il doit sauter haut. Donc ça, c'est plutôt le versant préparateur athlétique. Je construis un athlète. Et ensuite, il y a le préparateur physique qui, lui, va mettre le joueur, même s'il ne court pas vite, même s'il ne court pas longtemps, il faut que je le mette à 100% de ses capacités à lui. Et voilà, c'est ces 2 versants. Et après, il y a tout ce qui a trait au travail cognitif, c'est-à-dire prise d'information, prise de décision, qui vient se greffer au travail technique, mais qui est indissociable du travail physique, parce qu'on doit arriver à prendre des informations en état de fatigue et autres, quoi. Donc, c'est un groupe de 30 joueurs à peu près ?
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépendait des années, mais ouais. Et comment tu détectes qu'un joueur va pas bien physiquement, par exemple? Alors, on a mis en place un suivi de la charge. Alors, c'est très, très subjectif, mais c'est très parlant, je pense, et puis ça permet d'orienter la réflexion et le regard de l'entraîneur. On avait fait on a mis une notation de 0 à 10 sur la fatigue ressentie sur la séance. Et ensuite, par un biais de calcul et tout, on arrivait à calculer. Et on savait que sur certains indices, lorsqu'ils apparaissaient rouges, par rapport à... C'est des écarts types, des moyennes, enfin, ouais, un truc de savant que je ne suis pas. Mais on savait qu'ils pouvaient être sujets à des blessures ou alors à un état de méforme. Et donc, on y prêtait un peu plus attention, simplement. Ah, ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à un entraîneur amateur qui n'a pas de préparateur physique, forcément, pour avoir un groupe en super forme toute l'année? Déjà, tout ce qui est quantification de charge, là, ce dont on vient de parler, je ne l'utiliserai pas parce que je pars du principe qu'avec 2-3 séances semaine, on ne va pas entraîner normalement une surcharge de travail conséquente, mais donner 3 orientations différentes sur la semaine, quoi. C'est-à-dire un travail peut-être de volume, récupération technique en début de semaine, un gros travail foncier, un gros travail de puissance aérobie au milieu avec un travail musculaire, et puis en fin de semaine, un travail plus ordre vitesse, force. Voilà, je l'orienterai comme ça, et puis je m'amuserai surtout avec le plaisir, toujours le plaisir. Et toi, avec ce groupe de 30 joueurs, Ouais. comment tu gères le fait de faire des séances pas assez ou trop fatigantes? Dans la préparation de la séance, on se dit par exemple, sur cette séance, je vais attendre un 5 sur 10. Ouais. On sait à quoi s'attendre, on sait que si on fait une aire de jeu par exemple de 30 par 30, on va avoir cette note. Donc on joue sur les différents paramètres, que ce soit l'opposition, c'est-à-dire le nombre de joueurs qui vont s'opposer, dans quel espace ils vont s'opposer, sur le temps sur lequel ils vont s'opposer. On a des prédictions, ce qu'on appelle la charge externe. Et ensuite, le joueur, lui, va nous donner une note qu'on va comparer à celle qu'on attendait. Et ça nous permet d'être le plus proche possible de ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est quand même scientifique comme job. On essaie de le rendre scientifique, ouais. On essaie d'avoir des données le plus concrètes possible, parce que tout ce qui est subjectif. Et puis, bon, il y a toujours ce côté... le mec, il est fatigué, il va peut-être pas faire en sorte de se transcender sur l'entraînement et tout. Voilà, c'est histoire qu'il n'y ait pas de triche non plus. Enfin, c'est un jeu. On essaie de concrétiser les choses, quoi. Et comment tu concilies le fait d'entraîner un groupe, mais aussi d'entraîner individuellement? L'entraînement de groupe, ça va se faire de façon intégrée sur le terrain, où tout le monde va faire la même séance, mais avec sa charge, avec son individualisation. C'est par exemple... Ouais, sur un intermittent 15-15, il y en a un qui va courir sur 75 mètres, et puis le meilleur va courir sur 91 mètres, suivant à combien on le calibre. Donc il y a 16 mètres d'écart, mais 16 mètres plus 16 mètres sur le nombre de répétitions, ça fait beaucoup. Et puis à côté de ça, en salle, par contre, il y a un vrai travail individualisé sur des tests qu'on a mis en place. Et le mec qui a besoin de développer la puissance, je vais lui faire un programme de puissance. Qui a besoin de se développer en haut du corps, je vais lui faire un programme pour développer en haut du corps. Le mec qui a besoin de développer l'explosivité, il va avoir son programme. Voilà, ça va être propre à chacun, quoi. T'es quand même un manager d'équipe? Ouais, mais c'est vraiment un travail de staff. Le truc, c'est vraiment un travail de staff. C'est ce qui fait la richesse. C'est les interactions qu'on peut avoir avec les deux membres de staff. C'est qu'on est tributaire du choix de l'entraîneur. Mais en même temps, on amène notre pierre à l'édifice dans la construction de la séance, de la semaine et du résultat. Et quelle est la part de prépa mentale? La préparation mentale, elle va être gérée essentiellement par le coach. Sur tout ce qui va être attrait au résultat et tout. Mais par contre, moi, la notion de dépassement de soi, la notion de ne pas s'écouter, la notion d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, hein, s'engager pleinement dans l'activité, l'aspect motivationnel, tout ça, c'est moi qui développe, mais de façon intégrée et de façon limite inconsciente au travers des séances que je propose aux joueurs, que ce soit avec ou sans ballon, on essaie de faire ça naturellement. La prépa mentale, elle est différente entre un gardien et un buteur? Ah, le gardien, c'est un poste à part entière. Tous les entraîneurs de gardiens avec qui j'ai bossé, pas le droit de toucher au gardien. C'est forbidden. Non, c'est complètement différent. Je vois avec tous les entraîneurs avec qui j'ai bossé de gardiens, on a toujours échangé sur le sujet, et puis ils ont leur philosophie. Et moi, je viens étayer avec un peu plus entre guillemets, de scientifique ou de données théoriques. Voilà, pour être le plus précis possible. Mais sinon, ils ont leur philosophie et on touche pas aux gardiens. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au management, et il y a une question que j'aimerais bien te poser. Comment tu fais pour amener un groupe, ces gens-là, à être au top tous ensemble, à un moment donné? Après, nous, on a la chance au foot, c'est que, bon, déjà, on est 30 pour 11 places. Donc, en réalité, il suffit qu'on en ait 11 de performants. Il faut que ce soit les meilleurs. Mais on a cette chance-là que chaque week-end, on a un match. Chaque week-end, on a un match. On n'a jamais... Au foot, on ne peut pas avoir ce pic de forme comme on peut avoir au JO, par exemple. Au JO, le mec, il prépare 4 ans.
pour avoir cette date-là où il faut qu'il soit au top. Nous, on rejoue tous les week-ends. Donc le but du jeu, c'est que le joueur il a un niveau de forme limite continu, quoi. Ouais, ça se lisse. Ouais, ça se lisse au fil de la saison. On peut pas regarder, tiens, aujourd'hui on joue le PSG, donc on va être, ou on joue l'Olympique de Marseille, il faut qu'on soit au plein capot, alors que si on joue sur une équipe du bas de classement, non. Donc on essaie d'être toujours de façon très très régulière. C'est ce qui fait la richesse du truc, simplement. Et toi, t'essayes de... Alors j'imagine qu'ils l'ont, mais tu vois, une culture de la gagne ou quelque chose comme ça? On l'intègre, alors moi je peux l'inculquer, je peux l'exagérer au travers des séances physiques que je propose lorsque je les fais avec ballon, mais sinon ça appartient au coach. Ah, c'est le coach. Ça appartient au coach. Après moi, je suis plus sur la notion de dépassement de soi, qui est en intime étroite relation avec la notion de gagne. Le mec qui est en compétition avec lui-même chaque fois, si par exemple, je prends un exemple vraiment bateau, mais le mec il est sous une barre de développé couché et il soulève 96 kilos, je vais le transcender pour qu'il soulève 100 kilos. Et s'il est en compétition avec lui-même, ne serait-ce que là-dessus, il sera en compétition le week-end et il n'aura pas envie de perdre, quoi. Il n'aura pas envie de décevoir, il n'aura pas envie de... Ah, c'est important, C'est que 3 points à la fin, mais ces 3 points, ils valent de l'or. De quelle nature sont les relations entre un coach et un préparateur physique? Moi, elles ont toujours été excellentes. Je sais que ça choque parfois dans ce que je dis et forcément, après ce qui m'est arrivé le 1er janvier et l'aspect humain qui a été un peu occulté, j'ai des amis dans le football, quoi. J'en ai... mes amis, je les ai au téléphone encore plus depuis le 1er janvier, là, ceux qui sont issus du football. Il y en a d'autres que j'ai moins. Mais voilà, la relation, c'est une relation de confiance. Et puis, avant tout, travailler avec quelqu'un dans un staff professionnel, c'est une aventure humaine. C'est-à-dire qu'on doit se retrouver dans la personne. Et tous les entraîneurs avec qui j'ai bossé, et j'ai bossé avec 9 entraîneurs. J'ai eu cette chance ou cette malchance, je sais pas. Mais j'ai tiré et j'ai des phrases toutes faites d'eux, et à chaque fois que je les revois, je prends un plaisir immense. Et le plaisir est vraiment le ciment qui nous lie, quoi. On a plaisir à se retrouver, à construire des séances ensemble et à les animer ensemble. Et ça, c'est chouette. T'as des phrases ou des maximes à nous donner? Il y a une phrase que j'adore qui dit tu sais, Roma, on peut pas se contenter de dire que c'est le football. Et pour moi, elle veut tout dire. Parce que bien souvent, on justifie quelque chose de positif ou de négatif dans le football en disant ouais, mais c'est le football. Mais non, parce qu'on a tendance à minimiser les choses, ou alors on a tendance à les grossir parce que c'est le football. À trouver une excuse. Mais oui, ça voudrait dire par exemple que le football n'a pas le droit de tenir compte de l'homme, n'a pas le droit de tenir compte de l'humain. Et moi, je vois pas comment on peut se permettre de dire ça. Pourquoi le football? Pourquoi pas le curling? Pourquoi pas le golf? Parce que le football, on est différent? J'y crois pas. Toi, tu suis tous les matchs sur le banc? Ouais, j'ai cette chance-là, ouais. Quel est ton rôle sur le banc? Alors, mon rôle dans la construction du match, ça dépend de la place qu'on occupe dans le staff. C'est-à-dire que parfois, on est tous entraîneurs. Alors, pour certains entraîneurs, on est juste préparateur physique. Pour certains entraîneurs, on est entraîneur adjoint spécialisé dans la préparation physique. Donc, on peut très bien être amené à avoir des discussions, des échanges sur le banc, sur ce qu'on voit. On peut être amené. C'est pas systématique, Ça peut être par exemple un match et puis pendant 3 matchs le coach il nous fait pas appel sur ce sujet-là et on reprend après le 4e match, enfin voilà. Donc il y a l'aspect physique bien sûr avant le match et après l'aspect en deuxième mi-temps où je suis sur l'échauffement perpétuel des joueurs pour qu'ils soient à 80% avant de rentrer sur le terrain, quoi, et qu'ils amènent pleine satisfaction au coach. Qu'est-ce que tu retiens toi des coachs avec qui tu as travaillé? Il y a une grosse complémentarité dans les coachs. C'est-à-dire qu'ils sont très différents? Ouais, extrêmement différents. Ils ont chacun leur philosophie. Alors il y a une ligne directrice, faut pas se mentir. Il y a une ligne directrice, mais il y a une philosophie qui leur est propre, avec une façon de manager qui est différente. C'est-à-dire que 9 coachs, 9 façons de manager, 9 façons d'apprendre le football. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de ma situation, moi. Quel est le coach qui t'a le plus marqué? Je vais dire qu'il y en a, ils m'ont marqué pour différents aspects. Si je reviens en arrière, par exemple la bienveillance de Nicolas Usaï dans son coaching et cette façon qu'il avait de transcender les joueurs et cette complémentarité avec Olive Saragaglia. Moi ils m'ont fait halluciner, quoi, sur certaines choses. Le côté joueur de Pascal Gatien, mais voilà, toujours dans les règles de l'art, avec des rôles bien définis, un management très carré mais dans le permissif. Alors que j'ai vu des tentatives de management très carré, mais dans le restrictif et le sanction.
Cédric Dory pour son côté humain, Didier Tolo, Jean-Louis Garcia, voilà. Et pour toi, c'est pas compliqué, qui est plutôt porté vers l'humain, de bosser dans ce monde-là où les coachs tournent vite. C'est très compliqué, mais si on veut qu'ils réussissent au sein du staff, si on veut qu'ils réussissent, il faut absolument qu'il y ait une complicité. La souffrance, sincèrement, c'est un vrai déchirement. Il y a une rupture, quoi. Il y a une rupture parce que parfois, ça dure 1 an, parfois c'est sur 2 ans, parfois c'est sur 2 ans et demi, 3 ans. Oui, puis la rupture est rapide. Bien souvent, et c'est arrivé comme ça, c'est-à-dire qu'à 8h, le coach il vient pas. Et non, le coach il vient pas parce qu'il a été licencié à 7h45. Et ça, c'est dur pour toi ? Ouais, c'est très 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 compliqué. Très très compliqué. Et bien souvent, ça s'ensuit un isolement avec des larmes. Et les joueurs, c'est pareil ? Alors, ils sont pros. Les joueurs sont pros. Mais les dirigeants actuels dans le football minimisent l'incidence, l'impact. Parce qu'on pense qu'on va créer un choc psychologique. C'est que le choc psychologique, parfois 3 semaines, 1 mois sont écoulés et c'est fini. Alors bien souvent, quand on perd 3 matchs, 4 matchs, le coach est licencié. Et derrière, on se retrouve dans une situation où on fait un match nul avec le nouveau coach. Et puis après, on tombe vraiment dans la réalité. Il y a ce choc psychologique, mais qui opère à très très court terme. Je dis pas que c'est pas une solution, mais je dis pas que c'est une solution qui ne doit pas être systématique. On peut pas se dire, je virerai le coach, putain, on va tout gagner. Ça n'existe pas, il y a une réalité. Le coach, c'est pas un clown, quoi, non plus. Romaric, quel est ton meilleur souvenir professionnel ? Sans hésiter, la montée de National à Ligue 2. Hein. On n'était plus que 3. Il y avait Jérém, Sopalski, il y avait Olive, moi. C'était l'année où Michel Estevan, à 8 journées de la fin, était évincé. Et donc, Olive reprend les rênes. Et à partir de ce moment-là, on finit invaincu. On finit invaincu, donc champion de France. Et quand on gagne à 1 journée de la fin à Lyon-la-Duchère, on sait on monte en Ligue 2. Et là, les joueurs me demandent de prendre le chant. Le chant, et donc c'est, sur mes 10 années, c'est le chant de la victoire, le chant de la montée. Et voilà, c'était... C'est quoi ça, le chant de la victoire ? C'était le chant de la victoire, le chant qu'ils faisaient, eux, perpétuer au fil de la saison. Donc t'as chanté ? Bien sûr. On a initié le mouvement même avec Olivier Jérém, mais ça reste un mouvement de partage, un moment de partage extraordinaire. On peut pas la chanter là ? Non, je suis assez réservé. Ok. Comment tu vois l'avenir, toi, du métier ? Je pense que c'est un métier qui a énormément évolué ces dernières années, puisqu'on est arrivé dans les staffs. Avant, on n'avait pas notre place. On est arrivé dans les staffs. Ça a été une demande, et puis au fil du temps, je pense qu'on prend une place de plus en plus importante au sein des staffs. C'est-à-dire qu'il y a... On est préparateur physique, mais pas que. Pas que, c'est-à-dire qu'il y a... Le préparateur physique, maintenant, il connaît le foot. Il connaît le foot, ou alors il a de l'expérience dans le foot, et donc ça lui permet d'échanger sur d'autres sujets que la préparation physique, et puis le fait de courir. Le préparateur physique, maintenant, quand on disait on va faire un footing de 30 minutes, 45 minutes, bien souvent dans le football moderne, ça n'existe plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire de la capacité, on va avoir les mêmes incidents sur le plan cardiaque, mais avec un ballon, sur un circuit technique ou autre. C'est pour ça que la place du préparateur physique, elle est hyper importante. Mais maintenant, c'est plus un préparateur physique, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Comme chacun a sa spécificité. Il y en a qui s'occupent de la muscu, d'autres de la aérobie. Enfin voilà, chacun a son... Il y a plus d'expertise, tu penses ? Ouais. On essaie vraiment de... Sans la réussite maintenant dans un staff, dans un club, elle passe par l'expertise de plusieurs individus dans différents secteurs. Donc du coup, combien d'années tu restes à la Berrichonne Football ? 10 ans, à 18 jours près. Et Romaric, quand tu apprends le licenciement, ouais. Dans quel esprit tu es ? Comment tu rebondis, toi ? Quel est le levier mental que tu utilises, tu vois, pour rebondir ? Il y a une remise en question. Alors, ici, pour revenir sur le truc, les arguments qui m'ont été tenus, c'est qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le nouveau projet par rapport au rachat. Ouais. Il n'y a pas de place, donc ça minimise sûrement l'incidence des mots et de l'acte. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est parce que t'es pas bon. Ouais, exactement. Mais au contraire, on m'a toujours dit le contraire. Ouais. Et moi, je prends une espèce d'uppercut. Comment je rebondis ? Simplement, j'ai une volonté, j'ai un besoin d'exister. J'ai un besoin d'exister, je trouve ce besoin, ce sentiment d'exister au travers des joueurs, au travers des relations que j'ai avec eux, des retours qu'ils me font, des messages qu'ils m'envoient, donc suite au 1er janvier, tout ça, ce soutien inconditionnel et vraiment infaillible. J'ai une tonne de messages, j'ai fait des captures d'écran parce que je pense que dans 30 ans, quand je lirai ça, j'aurai sûrement les larmes aux yeux, comme je peux les avoir qui se dessinent à l'heure actuelle. Mais j'avais besoin d'un nouveau projet, et donc après j'ai construit, donc je suis parti sur le Petit Diable avec les 7 marathons, justement pour sentir que j'existais, quoi, et puis que ça permettait pas d'effacer les 10 ans, mais ça permettait d'effacer ce mauvais passage de ma vie, quoi. Ouais.
Et tu coupes de la berrichonne, c'est-à-dire que tu dis je veux plus en entendre parler, je suis plus les résultats, ou alors tu restes quand même focus. J'ai regardé tous les matchs, j'ai écouté toutes les conférences de presse. Ah, c'est ouf. C'est-à-dire que tu voulais te prouver que c'était pas la bonne décision, c'est ça? Ouais, ça très certainement de façon inconsciente, mais après il y a eu des choses qui ont été dites même par les successeurs que j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris, donc forcément après à chaque fois je regardais. Je pense que quand on prend la place de quelqu'un, il faut savoir surtout reconnaître le travail qui a été fait en amont, et on n'existe pas en dénigrant l'autre. Voilà, ça c'est une vraie philosophie, et je pense que c'est quelque chose que je veux inculquer à mes enfants, c'est que on dit pas qu'on est beau en disant que l'autre est laid quoi. Ça c'est, pour moi c'est super important. Et le travail qui avait été fait par Nico, Olive, Jérém ou moi, je pense que c'était un travail de qualité. C'est un travail de qualité. Ça a pas pris, mais il faut pas dénigrer. Donc forcément j'ai suivi les matchs, j'ai écouté les conférences de presse. Quand tu suis les conférences de presse, regardes les matchs et tout, à un moment ta femme elle te dit pas il faut lâcher l'affaire? Non, parce que je regardais beaucoup moins de foot. Là, ces 5 dernières années, là, je coupais parce que ça faisait mon adrénaline, je l'avais au travers de ce que je vivais, et puis j'ai pas besoin de regarder par procuration en regardant Manchester ou autre. Non, j'écoutais les conférences après match, je regardais les matchs, mais voilà, elle savait que ça faisait partie d'un peu de, entre guillemets, de la thérapie, quoi. La thérapie, parce qu'on minimise la chose, mais ça reste un traumatisme de se dire du jour au lendemain c'est fini. Mais quand tu rentres dans le milieu du foot, tu sais très bien que c'est comme dans le business, tu vois, on n'attend pas forcément de reconnaissance, tu vois, dans le business quand ça va pas, tu peux être aussi licencié. Ça, tu l'avais quand même en tête. Ouais, je l'avais en tête, mais l'homme a cette faculté de se mentir en se disant que ça arrive qu'aux autres. Et puis de deux, ça faisait 10 ans. J'avais connu 9 entraîneurs. Donc moi, Nico avait été démis de ses fonctions début décembre. On avait travaillé avec Olive, avec Jérém. Et le problème, c'est que le 31 décembre, tout va bien dans le meilleur des mondes. À 15h, tout va bien. À 10h le lendemain, rien ne va plus. Donc on s'y attend. Mais on sent les choses. Et on sent qu'à un moment, ça va aller. Ou on sent qu'à un moment, ça va pas aller. Et là, c'est pas allé ce jour-là. Et malgré tout, la berrichonne, ça reste quand même important pour toi. Ouais, ça reste mon club de cœur. C'est, j'ai découvert le monde au travers de la berrichonne qui m'a fait rêver. Hein. Je serai éternellement reconnaissant de ce que j'ai pu vivre à la berrichonne, d'éternellement reconnaissant des gens qui m'ont mis en place. Voilà. Après, les déceptions, elles font partie de la vie. Par contre, on parlait du football tout à l'heure, mais les déceptions, elles font partie de la vie. On a des déceptions humaines, on a des déceptions sur l'instant, mais voilà, je dis pas qu'on les oublie, mais par contre on vit avec, et puis on rebondit surtout. Hein. C'est le propre de l'homme, c'est de rebondir et de s'adapter à la situation qui se présente. Et en parlant de rebondir, est-ce que tu peux me parler du projet, le petit diable? Ouais, il est né comme ça sur un coup de tête. Hein. C'était fin janvier, j'ai ma femme avec moi sur le canapé et je lui dis écoute, je vais faire le tour de l'Indre en courant. Ouais. Et puis limite, mais écoute, je vais me faire un thé. Limite, t'es pas un peu... Bon, quand j'envoie un message directement dans la continuité, parce que quand on propose quelque chose, on a besoin d'avoir un soutien immédiat. Donc le Tour de l'Inde, pour recadrer, c'est à peu près 300 km. C'était 291, je crois, on a fait. Et puis j'envoie un message à un pote. Il est 22h, mais il me répond pas. Et à 22h57, téléphone vibre. Je fais il m'avait tracé la carte. Non. Donc Loïc Daudy, hein, on peut le citer, hein, mais il m'avait tracé la carte intégrale du tour de l'Indre. Je lui avais précisé que je voulais le faire en 8 étapes à ce moment-là. Il me l'a fait en 8 étapes direct. Et donc là, s'en suivent 2-3 semaines, un mois où ça se languit un peu, c'est un peu long quoi, à se mettre en place. Puis je me prête plus vraiment attention. Et puis après, j'ai une possibilité de rebondir professionnellement en Ligue 2. Je peux pas la saisir. Je peux pas pour des situations un peu familiales, quoi, dont on parlera sûrement après. Et donc du coup, c'est une deuxième déception, une grosse déception. Et du coup, je me replonge dans mon projet. Et là, j'en parle à mon deuxième pote Bruno Monjoint, j'en parle à Sylvain Pagnot de chez Aaron. Et de fil en aiguille, on arrive à construire un petit truc, s'en suivre plein de réunions. Un petit truc, c'est quand même 7 marathons en 7 jours. Ouais, mais au tout début, c'est un tout petit truc. Que j'ai toujours minimisé, mais c'est un tout petit truc, et on s'en suit plein de réunions Zoom, tout ça avec du travail. Et je me dis putain les gars, vous rendez la chose grosse quoi là. Moi j'aime bien partir, il faut que j'ai une part d'inconnu sinon. Et puis mes potes ils ont tout organisé de main de maître, et puis on s'est retrouvés à partir donc le 19 mai je crois, à travers les routes du département.
Le fait que ça soit pour ta fille, Ouais. j'imagine que ça fait partie intégrante du projet. Ouais. Si ta fille n'avait pas ce problème de Ouais. diabète, est-ce que tu l'aurais fait? Ça aurait peut-être été un projet différent. Mais c'est un projet où il fallait que je me retrouve. Ça aurait peut-être été pour une autre cause. Mais aller si loin sur un tour de 300 km en une semaine, sincèrement, je pense pas. Je pense que je l'ai fait par amour pour ma fille, pas pour autre chose. J'aurais pu entreprendre d'autres choses pour avoir le sentiment d'exister, ça c'est certain, mais pas aussi importante. Et toi qui es plutôt timide et réservé, comme tu nous as dit, c'est quoi l'impression d'avoir été mis en lumière? Vous êtes arrivé ici, il y avait 300 personnes, je crois. Ouais, même plus. Ouais. Sur la journée, je pense qu'on côtoie 500-600 personnes, parce que surtout le circuit, il y en a qui faisaient 5 km, 10 bornes. Mais après, il y a eu plein de symboles, quoi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? C'est que ce que l'homme veut, il peut, quoi. Quand on veut vraiment quelque chose, il suffit pas de dire je veux le faire, donc je vais pouvoir le faire. C'est quand on veut vraiment au plus profond de soi-même faire quelque chose, on y arrive. Et après, c'est pas quelque chose de très très positif, mais le regard des autres amène ça, quoi. Alors il faut pas chercher le regard des autres, mais le regard des autres incite aussi à se dépasser. Parce que, sincèrement, vu la douleur que j'avais au genou au 3e ou 4e jour, j'aurais très bien pu mettre rétro, clignot et puis me mettre sur la droite de la route, quoi. Mais non seulement c'est pas dans la philosophie l'éducation que j'ai reçue, mais en plus ça faisait pas partie du décor, quoi. Comment expliquer à une petite fille ou tous les enfants qui ont des maladies qu'on peut abandonner? Impossible. Et c'est quoi les ressorts mentaux que tu as à ce moment-là, quand tu as hyper mal au genou? On se renferme, je me renferme. Pour en avoir discuté avec mes potes après, là, je me suis renfermé. C'est-à-dire que j'avais plus d'ouverture vers ce qui se passait autour, j'avais plus de regard sur le paysage et autres. Ce qui faisait ma motivation du début, c'est que je me renfermais et puis je me concentrais. Et j'arrivais dans le dur. Puis après, voilà, il y avait le sentiment de reconnaissance, la fierté d'avoir les enfants sur les lignes d'arrivée. Voilà, je voulais voir mes enfants à la ligne d'arrivée. Mes parents étaient venus, mon frère est venu, il a fait 400 bornes pour venir faire 40 bornes avec moi. Enfin, voilà, on ne peut pas abandonner, c'est pas possible. J'ai une question difficile. Est-ce qu'il fallait obligatoirement un défi où tu souffres? Est-ce que tu pouvais pas faire, opérer une recherche de dons sans faire cette marathon? Non, pour moi, il y a toute une symbolique. C'est-à-dire que la personne qui vit avec la maladie et les gens qui l'entourent, ils vivent au jour le jour avec une charge mentale, avec un truc autour de cette maladie. Et c'était simplement se dire, la phrase que j'ai commencé par dire, c'est que quand on veut vraiment faire quelque chose, quand on veut s'en sortir, quand on veut vivre correctement avec, on peut. Et moi, le truc, il fallait que je souffre certainement. J'ai eu la chance de rencontrer, par l'intermédiaire de mon pote Bruno Monjoint, là, deux mecs que je connais très peu, mais que j'ai envie de qualifier d'amis, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. On a fait tout un travail sur une journée entière à verbaliser ce pourquoi j'ai arrivé à ça. On a fait des dessins avec Philippe Lopresti. Il m'a fait un travail gigantesque sur ma ligne de vie et tout. Et à la fin de ma journée, mon projet il a vraiment commencé là, quoi. Soit 4 mois après la première pierre. 4 mois après, il est vraiment né au travers de cette journée-là. Ouais, donc il y a vraiment une préparation mentale sur le projet. Il y a une préparation qui a été inconsciente, qui n'a pas été voulue à la base, mais ça a été gigantesque. Et quand on sent l'engouement, les mecs qui sont venus de Paris pour venir gratuitement me dispenser une journée de formation, une journée d'écoute, une journée de travail, et qu'après je les revois au bord de la route avec leurs femmes. Ils sont revenus de Paris pour venir m'encourager. Alors je suis personne pour eux. Je me dis que finalement, peut-être que mon projet, il a de la gueule, quoi. Mais il y avait cette part d'inconnu. Il y avait une grosse part d'inconnu. Mes potes, ils ont vraiment œuvré pour que l'inconnu soit minimisé. Au début, c'est un petit projet. C'est un tout petit projet qui a grandi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises qui vont te servir pour ton job de préparateur physique et mental? Ouais, la notion de dépassement, ça c'est certain. Préparation physique, on peut se serrer les dents, mais je pense que c'est surtout inconscient. C'est que je suis devenu plus tolérant sur des choses, et puis il y a des choses auxquelles je prêtais beaucoup d'attention qui sont devenues futiles pour moi. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé, mais de façon surtout inconsciente. Alors, ça m'a permis de faire une introspection sur ce que je suis et puis sur ce que je suis devenu. Mais comme j'avais dit sur mon petit message final là, sur la page du Tidiam, j'avais insisté sur le fait que c'était le premier jour du reste de ma vie. J'adore cette formule, je la trouve fantastique. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un véritable changement, une véritable transition. Et je pense que c'est surtout inconscient. C'est difficile de verbaliser ce qui s'est passé, mais surtout inconscient, je pense.
Mais un sentiment de fierté qui m'habite au final. Et de partage, parce qu'on a partagé des choses fantastiques. J'ai encore cette image là de Bruno quand il parle à la télé à la fin, où il insiste sur le mot partage, mais c'est exactement ça, quoi. On a partagé des choses. Et puis voilà, on a partagé, nous en famille, tous les 4, mes parents, mon frère, les amis, et puis tous les gens qui sont venus se greffer dessus. C'était ce partage fantastique. Il y a une anecdote où il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu pendant ces 7 jours? Moi, je pense que le plus gros moment, c'est à Mézières-en-Brenne. Donc on avait un camping-car qui nous avait été mis à disposition. Mon pote, il me dit, bon, mais on va prendre une chambre pour que tu dormes bien. Ok. Et puis le matin, je suis trop content parce que tout va bien. J'ai pas trop mal aux genoux. Je descends jusqu'à la voiture et je reviens voir mon pote. Je fais, tu dis rien, mais ça sent pas bon. Je peux même pas marcher. Oui. Et il me regarde, il me fait, mais si, ça va aller. Et il s'en va, style, tu peux me dire ce que tu veux, de toute façon. Il me connaît. Et je le dis à mon deuxième pote pour avoir un petit peu de... je le dis à ma femme, personne n'a de la compassion. J'ai dit, on est parti. Hein. Voilà, c'est l'anecdote que je vais avoir. Et puis après, bien sûr, la richesse, la symbolique, c'est quand je passe à la Tremblère, où c'est extraordinaire parce que là, j'ai des gens que je connais même pas qui me rejoignent. Et je pense qu'il y a 100 personnes sur la route de la Tremblère, là-bas, qui scandent mon nom et ainsi de suite. Et puis on est parti. Et puis voilà, peut-être le moment aussi où je vois mes parents à Argenton-sur-Creuse, et puis mon frère qui me rejoint à Allis-Saint-Georges, qui n'a pas dormi de la nuit, qui a dormi... Enfin voilà. Le symbolique, je pense que j'ai ces 3-4 images qui resteront gravées toute ma vie. Et bien sûr, l'arrivée avec Monsieur Averrousse sur la place de la mairie, qui a fait 5 km avec nous, et qui a été comme à son habitude, fantastique, quoi, humainement extraordinaire. Ah, c'est chouette. Petite série de dernières questions. Tu fais comme tu veux, tu réponds court ou long. Depuis que tu es gamin, quel est ton joueur de foot préféré? Romario. Parce que sur mes copies à l'école, j'avais juste à fermer le C. Donc Romario. Non, à l'heure actuelle, Léo Messi. Ouais. Léo Messi sans hésiter. Et puis voilà, quoi. Les joueurs techniques, des joueurs de spectacle. C'est ton côté buteur, ça? Non, c'est le côté, je pense, créatif dans la vie. J'aime bien tout ce qui n'est pas prévu, et un dribbleur, il doit être dans l'imprévu constamment. Donc voilà, il doit avoir prévu lui ce que le défenseur n'a pas prévu. Et ça, j'aime bien ça, cette spontanéité. Il y a une équipe aujourd'hui qui te plaît? Je dirais Liverpool. Liverpool. Ouais, parce que physiquement, c'est gigantesque. Et puis cette longévité au niveau du management de Klopp, avec les joueurs qu'il a à disposition, je trouve ça fantastique. Il avait fait du bon boulot à Dortmund, d'ailleurs. Ouais. Je pense que dans le management, il est extraordinaire, et puis il a une taille humaine, il a une dimension humaine. J'ai l'impression qu'il y a un cadre hyper rigoureux avec une dimension humaine qui est gardée, quoi. Et ça, c'est chouette. Tu fais des recherches, toi, sur les préparateurs physiques de ces équipes? Alors, je suis beaucoup sur les réseaux, là, notamment Instagram, pas mal de préparateurs physiques. J'en suis pas mal qui mettent des petits courts-métrages, tout ça, donc j'aime bien. Mais je n'aime pas du tout reproduire ce que je vois qui ne m'appartient pas. J'ai vraiment un côté créatif. C'est-à-dire que, par exemple, même moi, en tant que professionnel, quand je dispensais une séance, je la mettais au propre. Et le vendredi d'après, quand je refaisais un exercice, je reprenais jamais la séance que j'avais mis au propre. C'est que j'en refaisais une en m'appuyant sur ce que j'avais fait le vendredi d'avant, mais en amenant une touche supplémentaire. Quel est ton plus gros échec? C'est du moment où on s'investit pleinement dans quelque chose et qu'on essaie de faire du mieux possible. Je ne sais pas si l'échec il existe. Moi, l'échec, je pense qu'il y a une connotation de regret derrière. Il y a le regret de ne pas avoir tout donné, et là on est en situation d'échec. Mais pour moi, l'échec, c'est pas le contraire de la réussite. C'est voilà, on s'investit pleinement, mais il y a pas pour moi l'échec, j'en ai pas. Okay, voilà. Super. Et quand tu cours pas, quand tu fais pas du vélo, quand tu joues pas au foot, tu fais quoi? Je m'occupe de mes enfants. J'essaie de lire de temps en temps pour passer pour un intellectuel. Il y a un bouquin qui t'a plu? Alors là, je suis sur Intuitio de Laurent Gounel. Donc c'est du développement perso, tout ça. C'est que ça me permet de comprendre des choses. Depuis le travail sur le petit diable, là, sur la quête de la spontanéité et puis l'écoute de l'inconscient. Alors ça n'a rien de spirituel, mais l'inconscient, voilà, on a bien souvent, on n'a pas conscience qu'il existe, ou alors on minimise son incidence. Et je pense que Intuitio me permet de comprendre des choses. Ça reste une fiction, mais il y a une part de rationnel dans ça. Sinon, j'adore jardiner, j'adore me promener dans la nature. Ouais, j'adore jardiner. J'adore jardiner avec mon fils. Ouais, des tomates. Ça, du mois de février, on les plante et on les met en terre
au mois d'avril, le mois de mai, avec mon fils, sous serre ou sans serre. J'ai des poules, des lapins. Quand je disais au tout début que mon frère avait 10 ans d'avance sur moi, je le pense réellement. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant comme ça, c'est que j'analyse ce que fait mon frère maintenant et je sais ce que je ferai dans 10 ans. Il y a des choix de carrière. Quand on te propose, par exemple, la Ligue 2 après la Berrichonne, là, tu referais pareil aujourd'hui ? Ma réflexion, elle a mûri, c'est qu'à l'heure actuelle, si je veux continuer dans le football, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger parce qu'il y a cet impératif autour de moi, je pense autour du diabète, où je ne peux pas laisser ma femme gérer, donc je suis obligé de partir avec eux. Il y a le changement de lieu de vie, le changement de copains, tout ça. Je ne dis pas que le changement amène au contraire, parce que tout le monde me tient ce discours-là, que voilà, le changement fait grandir l'enfant et ainsi de suite. Mais j'ai franchement pas envie de la mettre dans ce truc-là, quoi, de changement, de réadaptation, réadaptation. C'est pas bon au niveau des émotions. Elle a besoin de repères, donc voilà. Et puis laisser ma femme gérer seule ici, tout ça. Non, j'ai besoin de mon cocon familial. Je suis casanier. Je suis à 2 heures de route de mes parents, donc forcément j'ai des regrets de ne pas y être allé. J'ai des regrets. Mais au final, si je suis pas allé, j'ai eu 3-4 beaux projets, très très beaux projets. Si je suis pas allé, c'est qu'il y a une raison, donc le meilleur reste à venir. C'est pas un sacrifice en tout cas. Parfois c'est perçu comme un sacrifice dès le début. Et puis après, le temps fait son œuvre, quoi. Et puis j'accepte la décision. Parfois, ça met du temps. T'es encore en travail. Je fais un travail constant. Romaric, le podcast s'appelle Goodberry. Quel est d'après toi l'endroit le plus good ? Lac des Guzons, Gargilès, la Brenne. J'adore aller à la maison du parc, la maison de nature, Chérine. Voilà. J'adore. En général, en réalité, tous les points que j'affectionne du Berry, ils étaient dans le parcours du Petit Diable. C'était important. Mais ouais. C'est les lieux que je préfère. Ça permet de se ressourcer. Pour le côté apaisant, les oiseaux, les animaux, des couleurs différentes à l'automne, ça. Je suis pas un poète, hein, mais j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est un retour aux bases. La société nous invite à fuir ses bases et j'aime bien m'y retrouver. Bon, super. Merci en tout cas, Romaric. Merci beaucoup, Stéphane. Ça m'a fait très très plaisir, sincèrement. Et moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. À plus tard. Merci, à bientôt. Ouais. Salut, ciao. Hello, j'espère que cette conversation avec Romaric vous a intéressé. Je mets en lien sur Facebook et LinkedIn les différents sujets évoqués et notamment le lien pour le Petit Diable. Si j'avais une demande à faire en ce début janvier, c'est que chaque auditeur partage une seule fois l'épisode qui est gratuit pour qu'il soit relayé et connu. Merci d'avance. Je vous souhaite dès à présent une excellente année 2022 et vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.